Vous laissez venir les images un peu plus loin, un peu plus à l'avance. Est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'ils vous ont contacté? On recule très très loin. Jusqu'à un moment, la première fois que vous avez rencontré cette personne. J'étais même pas né, qui me surveillait. Je me voyais très jeune, à 4-5 ans. Et je me voyais bébé. Et je me voyais avant. Coudon, ils me surveillent tout le temps. Ils m'ont toujours surveillé. Est-ce que c'est possible qu'il ait rencontré ta mère? Je ne sais pas comment je suis né. Je sais que... Moi, je ne sais pas. Je sais qu'on m'a dit que quand j'étais né, j'étais un bébé pas très en santé. J'étais un peu chétif. Qu'ils avaient un petit peu peur pour moi parce que j'étais pas bien vigoureux. On m'a dit ça. Qui fait qu'il faisait attention à moi. Il avait peur pour moi. Alors il me surveillait tout le temps. Mes parents, c'est mes grandes sœurs qui me surveillaient. Puis après ça, c'est les autres qui me surveillaient. Ils me surveillaient tout le temps. Dans le noir, ils étaient tout le temps là. Au début, j'aimais pas ça, les ombres noires au-dessus de mon lit, mais à un moment donné, on s'habitue, ils sont tout le temps là. Alors, on finit par... Vous vous rappelez la première fois que vous les avez vus? Mais je suis dans mon berceau, puis c'est des ombres noires au-dessus de ma tête, qui fait de l'ombre au-dessus. Je sais pas, moi, c'est ça, je parle pas, moi, là. Je fais juste voir des ombres foncées au-dessus de mon lit, puis je trouve que c'est pas joli, c'est même épeurant un peu, là. Il ne me touche pas, mais j'aime pas ça, là. J'aime pas ça qu'il me regarde au-dessus de mon lit comme ça, là. Je ne connais pas. Il n'y a pas d'affaire là. C'est pas mes parents, je ne connais pas. Dans votre mémoire, quand a eu lieu le premier contact? Quand vous vous rappelez absolument ce qui s'est produit la première fois, dans votre subconscient, enregistré, laissez venir les images tranquillement, vous allez voir la première fois que vous les rencontrez. La première fois qu'ils m'ont emmené. L'information-là, il faut juste la voir. J'ai pas 4 ans. Ouais. Parce que la main est gluante. Et il me tient la main, puis sa main est comme de la glu, c'est comme du jello. C'est comme des grenouilles. Ça colle, c'est gluant, c'est froid, puis c'est gluant après la main, puis il tient à tout prix à venir la main. Je fais ce qu'il veut que je fasse, mais je trouve pas que c'est agréable d'y tenir la main. C'est la même grandeur que moi? À peu près. Non, il est plus grand que moi. Ouais. Pas tellement. Pas tellement, j'ai 4 ans. Je pense qu'il est à peu près le même âge que moi. Ben, je pense. Oui. Moi, dans ma tête, il a même grandeur et il a le même âge. À quoi il ressemble?
Et oui, il ressemble à toutes les autres. Il est tout nu, premièrement. Ma mère ne veut pas que je sois tout nu. Je trouve ça drôle que lui a le droit d'être tout nu. Genre, ma mère ne le voit pas. Comment est son visage? Il est comme les images des gris, mais il n'a pas un visage. Il a un visage humain, il a un petit visage. Il a une grosse tête, puis un petit visage. Moi, je trouve qu'il a une tête trop grosse par rapport au visage, mais il a un visage à peu près comme le mien. Les yeux sont un peu bizarres, mais pas... qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont là, ses yeux bizarres. Ah, ben c'est parce qu'ils sont comme... ils sont pas... Ils sont... Non, pas correct. La pupille est écrasée. C'est comme s'il y avait l'œil tout blanc, avec juste une petite ligne foncée au centre. C'est pas rond comme nous autres. C'est pointu. C'est comme une petite fente de couleur en plein centre. C'est tout. Ça fait drôle de voir qu'ils ont un visage comme nous autres, avec des oreilles à peu près comme nous autres, mais c'est comme s'il avait la tête gonflée. Comme dans les comics à la télévision, quand ils respirent l'hélium, puis la tête grossit. Puis je trouve que la tête est trop grosse par rapport au visage. Ils sont comiques, parce que de toute façon, je ne sais même pas d'où ils viennent, puis je ne sais même pas. Je ne sais même pas, puis je ne sais même pas. Je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Puis je peux, je sais pas. Tu leur demandes ce qu'on te dit d'où ils viennent? J'ai 4 ans. Ils disent qu'ils veulent jouer avec moi. Et qu'ils m'amènent pour jouer. Ben moi, j'aime ça jouer. C'est tout. Pourquoi que je me poserais d'autres questions? Je le connais pas, mais il est grand comme moi. Donc, ben, il n'est pas méchant. Il dit qu'il veut jouer. Alors, La couleur? ben, ils sont tous gris pâle. Quelle langue ils parlent? Tu parles la même langue que nous? Non, ils ne parlent pas. Ils font juste penser. Par communication? Oui, ils font juste penser, c'est tout. Ça ne parle pas, ces gens-là. Je pense qu'ils ont... J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais appris à parler et qu'ils font juste penser. Je trouve ça drôle parce que moi, j'arrête pas de parler, puis je pense pas tant que ça. Bon. Moi, je te dis ce que je pense parce que comment dire, j'ai 4 ans, tu me poses des questions, puis j'ai juste 4 ans, puis je connais pas ça, non? Je peux pas... Je suis un peu... C'est parce que là, en ce moment, j'ai 4 ans, puis je suis comme bloqué à cet âge-là, dans le sens que j'ai la misère à voir plus que tout ce que je vois, parce que je vois pas, je ne suis pas plus vieux que 4 ans, puis ce que je vois, j'ai pas peur, je veux bien jouer, puis en même temps, je ne suis pas... Je veux jouer. Je veux jouer, puis je ne trouve pas, comment dire, il est là, il est grand comme moi, un petit peu plus grand, j'en manque pas plus, la couleur, puis comment il est arrangé. Comme je dis, ma mère ne voudrait pas que je me promène tout nu comme lui, mais c'est tout.
Le reste, je vais jouer avec lui. Puis, on fait toutes sortes de jeux. Puis, c'est le fun. Puis, il me ramène après. Mais quand il m'amène jouer, on joue ensemble. Puis il y a d'autres personnages qui nous regardent jouer. Vous jouez à quoi? À quoi qu'on joue? Moi j'aime ça jouer à des jeux, mais j'aime les jeux avec des blocs, puis avec des images, tout ça, mais j'ai compris vite que on dirait qu'ils veulent savoir si je suis intelligent. Parce qu'ils font faire des jeux, ben, pas eux autres, mais le petit, il me fait faire des jeux, puis on joue ensemble, mais les jeux qu'on joue, c'est comme des jeux pour voir si je suis vite d'esprit, si je suis intelligent. À un moment donné, moi je joue, j'aime bien ça jouer, mais à un moment donné, quand les jeux, c'est juste pour prouver qu'on est fait, on est brillant, on est vite. Il faut faire des jeux, et les jeux, c'est il faut être vite. Il faut être vite à regarder des images, puis à les comparer, puis à dire cette image-là, ça me fait penser à ça. Puis ça, le petit bloc, on le met avec ça, puis lui, il va avec ça. Ben là, à un moment donné, ils n'appellent plus ça jouer, on appelle ça aller. Ben, ils m'ont parlé qu'à l'école, c'était le même. Ben, j'ai dit, moi, je ne veux pas aller à l'école. Je suis trop jeune pour aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, je joue un petit bout de table, et à un moment donné, je leur dis que ça ne m'intéresse plus. Je n'ai rien à prouver à personne. Ben, c'est ça. Je me sens surveillé, puis je me sens jugé. Je ne suis pas assez vite, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent. Pas vrai. C'est pas vrai. Je ne sais pas, je sais-tu. Mais moi, je suis intelligent, mais intelligent par rapport à qui? Pour être intelligent, il faut comparer à une autre personne, puis je suis tout seul avec eux autres. S'il y avait d'autres enfants, ben là, je pourrais dire, regardez, je suis plus vite que lui. Mais là, il n'y en a pas d'autres. Alors, comment il peut dire que je suis vite ou pas vite, puis par rapport à qui, puis, tu sais, bon. Alors, je me calme, puis quand je suis tanné de jouer, ben, il me ramène. Je me correct. Mon fou. Ça m'a fait une petite sortie. Je me suis amusé. Un peu. Qu'est-ce qui fait croire qu'ils sont nus? Hein? Il fait croire qu'ils sont tout nus. Ben, ils ont rien sur le corps. Ils sont des sexes? Des sexes? Ouais. Est-ce que c'est un gars, une fille? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Y a-t-il une différence entre un petit garçon et une petite fille? Ah oui? Alors, je ne sais pas, on m'a rien vu. Moi, ben, je ne sais pas, moi. Je ne connais pas ça. Y a une différence? Je vais vous croire. Je suis sûr qu'il n'y a pas de différence. Ah, ben, les filles ont les cheveux un peu plus longs. En général, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la différence entre une fille et un petit garçon. Les petites filles ont les cheveux longs. Ben, c'est ce que j'en ai déduit de ce que je connais. Puis, les autres, ils n'ont pas de cheveux. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire de quel sexe ils sont. Ils n'ont pas de cheveux. Ben, s'ils n'ont pas de cheveux, c'est parce qu'ils n'ont pas de sexe. Je ne dis pas juste ça de même. C'est une autre chose. Je ne me pose pas la question. J'ai rien vu. J'ai rien vu, puis comme je dis, pas de cheveux. C'est pas facile de voir si c'est un garçon ou une fille. Puis, il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit, puis je n'ai pas posé la question. C'est correct, comme ça. Comment ça, l'entour? Mais tu dois jouer avec des petites filles? Oui. Ah oui, ben, je sais pas ça, Qu'est-ce qu'il y a l'entour pour vous jouer? Moi, je n'aime pas tellement l'endroit parce qu'il n'y a rien. C'est blanc, blanc, blanc partout. C'est tout blanc. Puis, à part des jeux qui nous amènent, il n'y a rien dans la pièce. Les plafonds, les planchers, tout est blanc.
C'est comme rond. C'est comme rond, puis un rond aplati. Les murs sont ronds, puis le plafond est rond. Il y a juste le plancher qui est plat, le reste est tout rond. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce que j'ai jamais vu ça, des maisons qui sont toutes rondes à l'intérieur. Bah, dans les dessins animés à la télévision, j'en ai peut-être vu, peut-être, pas sûr. Mais non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est tout rond. C'est tout rond. Il n'y a rien. C'est pas, on ne peut pas dire que ça, à part des jeux, il n'y a rien. Ben, il y a un corridor. Il y a une salle qui est ronde. Dans le corridor, il y a des petites lumières qui clignotent. Ben, moi, j'aime bien les petites couleurs parce qu'elles sont orange, orange, jaune. Y a-t-il des bleus aussi? Peut-être des bleus. Ben, je connais pas toutes les couleurs. Là. Il y a des oranges, des jaunes, puis peut-être des bleus. Puis ça clignote dans le corridor avant d'arriver dans la pièce qui est toute blanche. Puis dans la pièce toute blanche, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, mais ils sont 3, 1, 2, 3, 4. Ils sont peut-être 4 qui viennent. Puis ben, des fois, ils amènent une chaise pour s'asseoir. Ils nous font jouer à terre. Ben, je dis ça, mais c'est pas tout le temps. Des fois, il y a une petite table, mais des fois, c'est à table, des fois, c'est une table, des fois, il y a des petites chaises, des fois, il y a des chaises pour les grandes personnes. Oui, ben, il y a des grandes personnes qui sont beaucoup plus grandes. Ben, oui, ils sont plus grands, oui. Beaucoup plus grands. Des personnes comme toi? Non, moi, je suis un enfant, les autres, c'est des adultes, ça c'est sûr. Des monsieur, madame? Oui, ils sont très sérieux, les autres, ils risent pas, les autres. Des fois, j'aime ça faire des farces. Ben, des farces. J'aime ça faire des... j'aime ça faire rire ma maman. Pour les faire rire, des fois, je fais des petites farces, des petites grimaces. Ça a l'air que ça les... Non. Ça a l'air que ça leur fait rire partout. Bon, fait que maintenant, j'ai arrêté. On ne se style pas. J'aime bien faire des farces, mais les autres, les autres sont sérieux, ils me regardent, puis ils prennent des notes. Ben, ils prennent des notes. Comment? C'est rond. C'est rond. Comment ça... Je ne me demande pas comment ça se fait, mais ils ont une boule ronde dans la main. Et c'est avec ça qu'ils prennent des notes. Mais je ne sais pas, ils n'écrivent pas, ils ont une boule, et ça retient ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, ils m'ont montré la boule, puis dans la boule, je me voyais, puis je voyais tout ce qui se passait, et ce qui se disait. C'était une petite boule, ça rond comme ça, puis quand on regarde dans la boule, on voit ce qui s'est passé avant. Chez nous, on a une télévision en noir et blanc. OK. Puis l'écran. Il y avait encore 3-4 minutes, mais vous avez quand même compris, on est devant un vrai enfant de 4 ans qui perçoit le monde des extraterrestres. Ce qui m'a surpris beaucoup, bon, pour la finale, il explique que les extraterrestres ont des boules dans les mains qui enregistrent. Il ne faut pas oublier, on est en 1956. Il ne comprend pas, les boules n'enregistrent pas. Parce qu'il connaît pas, on ne connaît pas encore les magnétophones. Alors il dit, les boules retiennent ce qui se passe. C'est très important parce que, pourquoi qu'on parle que Pierre aborde le côté sexuel? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a certaines personnes qui se croient contactées. C'est on appelle ça, c'est une image écran qui peut cacher des abus sexuels ou de la violence. Donc, un bon hypnologue va toujours, sans que ça paraisse, explorer la personne pour vraiment voir s'il n'y a pas derrière cette image d'enlèvement des extraterrestres autre chose. De là vient toute la partie où je parle que la différence entre les filles et les garçons, c'est la longueur des cheveux.
Mais c'est quand on l'entend, on dit, ben, il y a une différence entre un garçon et une fille? Ah bon, je vais vous croire, moi je n'ai pas vu de différence. On ne peut pas. Quand on écoute cette bande sonore, c'est important de l'écouter. Moi, quand je me suis réentendu chez moi, j'ai dit, je n'ai plus besoin de preuves. Je ne peux pas imiter un enfant de 4 ans, tel que c'est raconté. À la fin, il va dire qu'en général, il n'aime pas aller là, mais quand le petit vient le chercher, c'est d'accord. Il va dire une phrase, la toute dernière qui est sur cette partie-là, il dit « Moi, si le petit ne viendrait pas me chercher, j'irais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il me laisserait ne pas y aller. » C'est tout simple, cette phrase, mais il est conscient à 4 ans qu'il est obligé d'y aller, qu'on l'enlève sans lui demander sa permission. Et il va aussi parler de ce qui se passe, qu'il a l'impression qu'on teste son intelligence, qu'on teste ses capacités, dans le but de s'en servir à ce qui va arriver aux îles Açores. Une chose qui m'a beaucoup frappé dans cette partie, c'est que je ne semble pas apeuré de me faire enlever par eux. Et en même temps, pourquoi que chaque soir, j'allais me coucher avec une peur panique? Est-il possible qu'une anesthésie mes émotions? Ça, je n'ai pas de réponse. Et l'enfant va aussi dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est la main de grenouille. Parce qu'à l'âge de l'adolescence, je vais finir par révéler que le petit personnage qui venait me chercher, c'est un reptilien. Et à l'âge de 15 ans, il va apparaître sous sa vraie forme. Et là, ça va être un choc pour moi, en tant qu'adolescent, de voir. Mais le reptilien va m'envoyer une énergie que je vais savoir. Je te reconnais. Tu es bien l'enfant qui venait me chercher quand j'avais 4 ans. Mais maintenant que tu me montres ton vrai visage, je vais avoir de la misère à accepter. Mais l'enfant, sous hypnose, dit bien, « Ouais, il vient me chercher, mais sa main est gluante, c'est froid comme une grenouille. Puis j'aime pas qu'il prenne la main, mais il veut que j'y prenne la main. » Car les reptiliens ont 2 niveaux de capacité. Les plus simples peuvent induire dans la pensée d'une autre personne une autre image. Mais si on lui touche la main, il ne peut pas cacher la vraie main qu'il a. Tandis qu'il y a des reptiliens de haut niveau qui peuvent très bien se transformer complètement d'apparence. Et quand j'ai tout réécouté, j'ai fini par... Moi, je ne cache rien. Alors, tu peux montrer l'image suivante. Après avoir vécu ces séances d'hypnose, j'ai décidé de tout mettre, les 5 séances d'hypnose par écrit. Alors, vous allez trouver, ça s'appelle Sous hypnose, mon histoire. Je m'appelle Colin. Et on voit un petit garçon de dos. Et c'est tout la retranscription par écrit des 5 séances. Questions et réponses, questions et réponses. Je vous ai fait entendre à peine 20 minutes, mais le texte final, je pense que c'est une 40aine de pages. Et ça va très, très loin. Les 5 séances d'hypnose sont allées très, très loin. J'ai eu beaucoup de réponses sur mon histoire. Mais, tu l'as montré? Oui. Elle était loin? Non. Hein? Tu veux la voir? Oui, je vais la revoir, là-dedans. Sous hypnose, mon histoire, je m'appelle Colin. Alors, vous allez le trouver, je vous indiquerai à la fin. Alors, ça fait un choc pour moi. Un choc pour moi d'avoir autant d'informations sur mon histoire, d'apprendre que les premiers enlèvements sont à l'âge de 4 ans et qui m'enlevaient régulièrement pour faire en sorte que ma santé reste toujours stable, parce qu'ils avaient le but de mettre en moi une entité qui est très importante pour eux, qui s'appelle Naja, qui, d'après toutes les informations que j'ai reçues, il est sur la Terre depuis 35 000 ans, mais il aurait, je vais le dire, en parenthèse,
il aurait plus de 400 000 ans d'existence et que c'est à travers moi qu'il a décidé de s'exprimer. Au début, j'étais comme un canal, mais avec les années, je suis allé jusqu'à expérimenter ce qu'on appelle le walking. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai décidé de permettre à Naja de s'intégrer entièrement dans mon corps. Quand j'étais adolescent, ce que j'ai révélé dans les séances d'hypnose, c'est que je savais qu'ils étaient pour implanter une entité en moi, mais je pouvais aussi faire en sorte que jamais je sois au courant. Mais moi, j'ai dit, wow, 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 wow. Vous me dites que je vais avoir un colocataire en moi et qui va payer aucun loyer? J'ai dit, vous allez mettre un contact entre moi et lui. Parce que si c'est un être qui a beaucoup d'années, beaucoup de millénaires d'expérience, je veux que ça me profite à ma propre évolution. Parce qu'il y a des gens sur la Terre qui ont en eux certaines entités et qui peuvent vivre toute leur vie sans être au courant, qui transportent une entité, puisqu'on utilise 5-6% de notre cerveau, donc on a de la place pour quelques autres entités. Mais j'ai dit à 15 ans, sous hypnose, j'ai demandé est-ce qu'il y ait des contacts avec lui pour que ça profite pour ma propre évolution. Et ils ont fini par accepter. Ce qui a enclenché le processus que quand Naja a commencé à m'habiter, j'étais en contact avec lui et j'ai eu accès à toute son histoire. Et lors d'un voyage en République dominicaine, pendant 2 semaines, j'ai fait toute une série d'expériences pour intégrer l'entité entièrement dans mon être. C'est pas facile, il y a des dangers, on peut même parler de manipulation. Alors, j'ai fait des rituels pour que l'expérience soit dans les meilleures conditions. Je voulais que cette entité-là soit une entité positive qui m'amène un plus, et non une entité qui me manipulait d'une façon négative. De toute façon, j'ai toujours dit, moi je suis un enfant, je suis innocent, je fais tout ce qu'on me dit de faire, mais si vous me trompez, et je le dis sous hypnose, moi je fais ce que vous me dites de faire. Et si vous me manipulez, si vous cachez la vérité, si vous me trompez, c'est vous qui allez vivre avec un karma. Moi, je ne l'aurai pas sur mes épaules. Parce que moi, je suis sincère. Et si vous me dites que l'expérience est positive et qu'on a eu une entente avant même la naissance et que j'ai donné mon accord pour cette union, cette symbiose, je vous crois. Et comme on dit, j'embarque positivement. Alors, c'est un autre texte que j'ai publié dans les dernières années qui raconte jour par jour les expériences que je fais pour intégrer cette entité en moi. Donc, ce n'est pas un texte théorique, c'est voici ce que je fais à chaque heure pour que l'intégration se fasse complètement. J'en ai bien fait des choses bizarres dans ma vie. La suivante, c'est laquelle? Déjà, ça? OK. Alors, il faut dire que quand vous faites des séances d'hypnose pour remonter dans votre passé et vos contacts avec des extraterrestres, automatiquement, ça débloque. C'est-à-dire, après que vous avez vécu 1 heure, 1 heure et demie avec un hypnothérapeute et que vous avez révélé beaucoup de choses sur votre passé, dans les jours suivants, ça continue. La porte est ouverte. Vous avez ouvert une porte et voilà que ça continue. Donc, dans les jours suivants, mais j'ai été amené à avoir, sans être en état d'hypnose, d'avoir des souvenirs qui me revenaient. Donc, j'ai commencé à me rappeler de vaisseaux spatiaux. Je me suis rappelé que les reptiliens, quand ils m'enlevaient, j'étais dans un petit vaisseau avec 5-6 reptiliens. Mais j'ai commencé à me souvenir que parfois, ils m'amenaient dans un vaisseau presque comme une ville flottante, et là, je rencontrais des êtres oiseaux, des êtres tout bleus, des êtres blancs et gris, des formes de reptiliens. 5-6 races différentes que j'ai côtoyées dans ces grands vaisseaux, et mes souvenirs sont devenus très, très, très clairs et très vivaces. Et était venu le temps de redemander aux extraterrestres, faites-moi une preuve que tout ça,
c'est sérieux, que je ne suis pas un illuminé. Alors j'étais sur un toit d'un hôtel en République dominicaine, je regardais le ciel et j'ai dit, allez-y, je veux avoir une preuve que tout cela est vrai. Et voilà, l'image suivante, qu'une étoile se met à grossir, à grossir, à grossir. Je dis, c'est spécial, une étoile qui est de plus en plus lumineuse. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une étoile qui vient d'exploser, je ne sais pas quoi, moi. Et elle grossit jusqu'à donner à peu près cette grosseur. Et j'ai tourné la tête une fraction de seconde, tchou, disparu. Le phénomène a disparu. Ah, j'ai dit, encore, OK, c'est parfait, j'ai encore une preuve pour quelques années. Ce que je vous raconte là n'est pas anodin, parce que moi, depuis que je diffuse, je suis en contact avec 20, 25, 30, 40 contactés. Et je connais des personnes qui sont des contactés, ils peuvent dire, OK, je veux voir une soucoupe volante. Et 2 minutes plus tard, se présente une soucoupe volante. Ils vont lui dire, je veux voir le dessous de la soucoupe. Et la soucoupe va se déplacer pour montrer le dessous. Et j'en côtoie beaucoup et de toutes les espèces. Des gens crédibles, des gens que, quand tu les côtoies d'une façon intime, tu ne mets pas en doute leur témoignage. Et je vis beaucoup d'expériences. J'aimerais avoir plus de contacts autrement que dans un état second. Et la dernière expérience que j'ai vécue, OK, mais j'en ai vécu plusieurs. Je vais vous donner juste un exemple, mais très rapide. Je revenais d'une exposition où j'avais fait un montage en tant que peintre et j'étais tellement fatigué parce que je n'avais pas dormi la nuit avant et en conduisant ma mobilette, je me suis endormi à mon volant après 10 minutes. Je m'en retournais chez moi, j'étais à 3/4 d'heure de chez moi, je me suis endormi après 10 minutes et je me suis rendu chez moi endormi complètement. Je n'ai eu que quelques petits flashs de conscience, mais jamais dans mon corps. Des flashs de conscience de qu'est-ce qui se passait, mais j'ai roulé sur une route, sous la pluie, avec le vent, à 11 heures du soir, entièrement endormi. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu que je m'étais blessé au genou, parce que pendant le trajet, j'ai frappé l'arrière d'un auto, et j'avais des flashs, quelques flashs de ce qui s'était passé. Mais je ne me souvenais pas d'avoir conduit ma mobilette, d'avoir entre mes jambes, la mobilette ni le moteur. C'est une expérience assez traumatisante. Mais encore là, quand vous cherchez dans le domaine des soucoupes volantes, des gens qui vivent tout d'un coup, surtout ceux qui sont contactés depuis la jeunesse, depuis l'enfance, la majorité des enlevés, c'est 4 ans et 6 ans. Rarement en bas de 4 ans. Ou soit, comme moi, je dis, ils venaient me visiter dans mon berceau, mais jamais qu'ils m'ont enlevé. C'est 4 ans, l'âge le plus jeune en général, qu'on fait des enlèvements. Alors c'est ça. Et ceux qui sont enlevés et suivis sur une longue période sont guéris, sont soignés. J'ai des amis, des cas de mes amis qui ont été guéris de différentes maladies après un enlèvement. Et il y a des personnes qui ont été sauvées d'un accident grave par des extraterrestres. Donc, certains contactés sont suivis toute leur vie et sont protégés. Et la dernière expérience que j'ai vécue, ça va, OK, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est la dernière que j'ai vécue il y a 2 ans. Au Québec, on a une montagne qui s'appelle le Mont-Saint-Hilaire. Certains peut-être le connaissent. Et c'est un portail, un immense portail. Ça bouge, je pense même qu'il y a plusieurs portes. Et c'est une colline, pas très haute, avec un lac sur le dessus. Et certains de mes amis ont réussi à rentrer dans une base militaire. Il y a une base militaire en dessous qui est cachée, avec des reptiliens. Et moi, j'ai dit, bon, ben, je vais aller camper. Je vais aller camper sur cette montagne-là, parce que, bon, on cherche toujours à établir un contact. Et je suis allé camper sur la montagne qui est interdite au niveau du camping. Après telle heure, tout le monde doit s'en aller. Donc, je me suis caché et je me suis couché sous un arbre avec juste un sac de couchage et un moustiquaire. Et quand le soleil a commencé à diminuer, ça, c'est pas le soleil, alors, et tout d'un coup, il y a passé un rond jaune à une vitesse
une vitesse constante dans un corridor aérien bien précis. Je l'ai vu entre les arbres. Est-ce que c'est le gros plan ou il y a... Oui, c'est ça. OK. Bon. Rien pour alerter les pompiers. Mais bon, j'ai dit, ah, c'est joli. Puis là, le jaune, ah, tiens, un autre, mais elle reflète les couleurs du soleil couchant. Sauf que 15-20 minutes plus tard, un avion en réaction de l'armée passe dans le ciel, exactement à la même hauteur, dans le même corridor aérien, suivant la même trajectoire, à peu près 20 minutes après la secours volante. Ah, tiens, j'ai dit, l'armée s'intéresse aux hallucinations. C'est intéressant. Jusque-là, c'est correct. Et là, le soir tombe, en espérant avoir un contact. Et là, le soir est tombé, et tout d'un coup, il parle devant moi une biche. Voilà la biche. Elle a passé devant moi, elle m'a regardé, elle a mangé un peu, elle a continué. J'ai dit bonjour. Je suis habitué à faire du camping sauvage, donc je suis habitué, la biche passe. 15 minutes plus tard, je tombe en blackout. Quand on fait du camping sauvage depuis 40 ans, on dort toujours très mal en camping. On se réveille à toutes les demi-heures, à toutes les heures, parce que c'est pas confortable. Notre matelas, c'est normal. Alors, à toutes les heures, quand je campe, je me tourne de bord, je me réveille, je me rendors. Et voilà que, quand cette biche a passé, 20 minutes après, je tombe blackout. Je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil était déjà haut. Donc, j'ai enchaîné un 8 heures sans aucun souvenir. Mais c'est elle. Moi, je me disais, il n'y a rien là. J'ai voulu les rencontrer, et qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. J'ai eu un blackout, donc je me suppose qu'ils ont encore fait quelque chose sur moi. Et il y a 2 semaines, je regarde une entrevue de Marie-Thérèse Debreuil. Oui, vous la connaissez. Et une sommité ici en France sur tous les cas d'OVNI, l'ufologie. Elle a fait le tour du monde, elle a rencontré tous les plus grands spécialistes en Amérique et partout. Et pendant son entrevue, elle dit, vous savez que les extraterrestres, quand ils veulent approcher quelqu'un sans trop les faire roucher, ils apparaissent en premier pour tâter le terrain. Ils apparaissent sous la forme d'un animal. Et devinez quel est l'animal qui est le plus courant dans ces phénomènes-là? C'est une biche. Alors, je me suis dit, oh, la biche. Ce n'était pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre, mais le mystère est là. Quelle est cette biche qui vient me voir et qui après je tombe en blackout? Alors, c'était la dernière expérience, malgré que j'ai envie d'autres, mais je ne peux pas tout vous raconter. Et je ne sais pas quelle heure qu'il est. Et Hein? 10 heures. C'est parfait. Super. Et pour faire un petit peu de publicité, montre-moi la suivante. J'écris. Il me dicte des textes. Ça, c'est un texte, c'est pourquoi nous existons. Et oui, la question n'est pas assez compliquée pour que je n'ai pas de réponse à ce genre de questions. Pourquoi nous existons selon mes instructeurs extraterrestres? Car toute ma vie, la nuit, j'ai toujours rêvé que je suis dans une salle d'école et on m'apprend des choses. Et à chaque fois que je vais dans cette école, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai jamais de diplôme? Je finis jamais. Puis là, dans ma tête, je dis, j'ai 60 ans, puis je suis dans une classe avec des enfants, mais comment ça se fait que je n'ai pas terminé encore d'apprendre? Et je me réveille en me disant, à un moment donné, je n'irai plus à l'école. Je me dis, j'ai 60 ans, je ne suis plus obligé d'aller dans cette école, même si je n'ai pas de diplôme. Et ce texte-là raconte un peu pourquoi nous existons. Parce que la première chose que les extraterrestres m'ont enseigné, c'est pourquoi nous existons. Et dans les écoles, ça devrait être la première chose qu'on nous enseigne, pourquoi nous existons. Alors, un autre texte, et le dernier que je viens de lancer, l'éternel présent. C'est maintenant ou jamais. Les extraterrestres m'ont expliqué beaucoup de choses, mais ils m'ont expliqué que la conscience n'existe que dans le moment présent. Nous avons 3 corps, et grâce à ces 3 corps qui vibrent,
il y a une étincelle de conscience qui apparaît, et cette étincelle de conscience se passe maintenant constamment. Le passé et le futur est dans l'inconscient. Ce qui fait que vous devez remettre dans la bonne, dans la bonne position le fait que nous sommes conscients et vivants que dans l'éternel présent. Et si vous voulez agir, c'est maintenant ou jamais. Oups, c'est trop tard, le maintenant vient de passer. Mais le nouveau maintenant contient toutes les possibilités. Oups, il est passé, mais il y a un autre maintenant qui vient. À chaque seconde de votre vie, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez. Mais vous n'avez du pouvoir que dans l'éternel présent. Un joli petit texte de 10 pages. Et, oui. OK. Alors, avant, mes textes étaient d'un bord et de l'autre, partout, répartis. Et j'ai décidé l'automne passé de lancer un nouveau site, cosmologie-extraterrestre.com. Et il y a mes écrits, mes vidéos, mes musiques, ma peinture, mes événements. Moi, je diffuse, j'ai rien à vendre. Moi, ici, on a... OK, quand on clique sur une image, oui, l'image apparaît. Tu me donnes le tournis, là. On clique sur une image, elle apparaît, on a un résumé du texte, image suivante, et on a accès immédiatement au texte. Alors, tous mes textes sont immédiatement accessibles sur mon site avec une série de clics. Il y a aussi, oui, on voit l'ensemble des textes que j'ai fait paraître jusqu'à date. Il y en a un sur la guérison, un sur les reptiliens, un sur les géants, à l'époque des géants sur la Terre. Ici, c'est des quelques preuves dont je vous ai parlé aujourd'hui, sont résumées ici. Ici, l'âme. C'est la version anglaise, parce que tous mes textes sont en anglais. On en a un sur les gris, qu'on va trouver quelque part. En haut, oui. Les gris, qui sont-ils vraiment? Là, c'est la feuille des versions anglaises, mais ils sont en français. C'est ça. Suivante, ça, il y a aussi sur le nucléaire aussi. Celui-ci, c'est pourquoi les extraterrestres sont de retour sur la Terre depuis les années 50, parce qu'à cause du nucléaire, on menace les mondes autour, et ça, on peut s'entretuer, on peut tout faire sur la Terre, mais quand nos expériences débordent notre planète, c'est là qu'ils interviennent. Et c'est pour ça qu'ils interviennent depuis les années 50. Je vais dire même quelque chose de grave, là. Ils m'ont dit des choses très graves. Ils m'ont dit que s'ils n'étaient pas intervenus depuis les années 50, grâce à leur technologie, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la Terre en ce moment. Les effets, les essais, les maladresses que les scientifiques ont fait ont menacé à plusieurs reprises l'équilibre de la planète. Et ils ont tout fait pour éviter le pire. Et pourquoi qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils considèrent que malgré tous nos défauts et nos maladresses, on est une réussite au niveau culture, au niveau œuvre d'art. Notre expression artistique est tellement riche et tellement d'une grande beauté qu'ils considèrent qu'il faut à tout prix préserver ça. Et même s'il faut, à l'encontre des humains, il faut sauver cet héritage. Mon Dieu, je suis comme grandiloquent, c'est correct. La suivante, et toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à date sont tous là. Je vous recommande toute la série Latitude 45, où j'ai fait 9 vidéos, où l'ensemble de ce que j'avais à dire est là. C'est à peu près le même pendant que mes textes, mais ceux qui ne sont pas chaleureux à lire des textes, les vidéos sont très bien. Ces deux Mexicains que j'ai rencontrés dans une conférence, ils sont tombés en amour avec moi et m'ont demandé de faire toute une série d'entrevues. Jaime Nelson? Hein? Jaime Nelson? Non, c'est pas le nom de monsieur? Tu demandes le nom de Mexicain? Celui qui m'interviewe, c'est Moro. Ah. Je connais son prénom. Et le caméraman, c'est Rubicello. Et on a arrêté après 9 parce qu'ils sont retournés au Mexique. La politique au Mexique s'était calmée et on peut retourner dans leur pays. Mais toutes les vidéos sont là. Il y a aussi celle de Nurea TV, Nurea. Il faut dire aussi que je l'ai créé juste avant de partir en voyage et je suis de retour. Je vais le mettre à jour dans quelques semaines pour qu'il soit à date.
Et on a aussi, tant qu'à passer mon temps, je fais de la musique aussi. C'est des ambiances musicales pour créer une ambiance pour faire des voyages intérieurs. Ce sont toutes des pièces musicales de 45 minutes et vous mettez des écouteurs. C'est pas musical, c'est pas rythmé, c'est des ambiances sonores qui évoluent pour créer des états d'être propices à des révélations. Chacune a un titre. J'en ai déjà fait paraître une dizaine. Cet été, je vais en lancer 4-5 autres. Encore là, elles sont là. On clique dessus. L'image agrandit. On a un résumé et on la fait jouer. Là, tout est là. Pas besoin d'aller vers un autre site. Tout est accessible sur mon nouveau site. Directement et gratuitement. OK. Bon, OK, je vais résumer. Une folie. C'est ma dernière vie sur la Terre. Et pour me délester, je dois donner simplement, sans rien demander en retour. C'est un prix à payer pour pouvoir se libérer. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Ah, il y a aussi toutes mes peintures. Alors, toutes mes peintures sont là. Et chaque peinture, on clique dessus. Image suivante. Non, OK. On clique sur une image, on voit le tableau en gros et on voit toute l'histoire du tableau. Pourquoi j'ai peint cette toile, l'origine. Alors, après, bon, c'est ça. Cosmologie extraterrestre, Colin Chabot à un bout et Naja à l'autre bout. Je l'ai fait tout seul, le site. C'est un site que j'ai construit entièrement par moi-même avec un logiciel. Alors, je m'amuse, je continue, je prépare. OK, en voyage, j'ai écrit 120 nouvelles pages. Et là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. OK. L'année passée, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait tout ce que je faisais, qui avait tout lu, tout regardé, et il dit, c'est quelqu'un qui était impliqué dans le milieu ufologique à Montréal, il dit, sais-tu que tu es chanceux, toi, Colin? Tu peux avoir les réponses à tout ce que tu veux. Et si j'étais à ta place, j'aurais 1000 questions à poser à cette entité-là. Bon, je dis, on va se calmer un peu, je trouve que j'en fais déjà pas mal, mais ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai, je pourrais aller plus loin. Alors cet hiver, j'ai demandé à Naja, j'ai dit, moi je parle souvent que les extraterrestres créent des hybrides, des races intermédiaires, soit pour améliorer une race, ou soit pour la sauver. Et c'est tellement naturel pour eux qu'ils ne comprennent pas que les humains voient ça comme un acte contre nature. Non, tout l'univers a été créé par des êtres dans des laboratoires, des êtres qui aiment la vie et qui aiment la répandre. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les extraterrestres, la vie ne part pas de la base. Elle part des mondes supérieurs qui sont proches du centre des galaxies. Et ce que nous, on vit le sens inversé, c'est-à-dire on vit l'envers du premier grand mouvement de la création, qui est de partir de mondes supérieurs qui s'est répandu lentement jusque dans les confins de la galaxie. N'oubliez pas qu'on est dans le pourtour d'une galaxie, donc on est dans le plus loin dans l'expansion de notre galaxie. Et nous, on remonte le chemin vers le centre, mais le premier mouvement est dans l'autre sens. J'en dirai pas plus parce que tous mes textes parlent de ça. Alors j'ai dit à Naja, explique-les vraiment c'est quoi, comment écrire la vie. Et j'ai écrit 120 pages. Il raconte comment dans des mondes on construit, on crée des végétaux, des animaux, comment ça se fait. Et je lui ai dit, ça serait agréable, parle-nous des genres de vie que tu as rencontrés dans l'univers, des humanoïdes. Décris-moi toutes sortes d'humanoïdes que tu as rencontrés. Parce que Naja, au point de départ, avant de venir sur la Terre, il était un agent intermédiaire qui réglait des problèmes sur des planètes. Quand une planète avait des conflits entre des peuples, entre des races, et qu'il demandait de l'aide extérieure, très important, il se rendait sur les lieux, prenait l'apparence des êtres sur la planète pour ne pas perturber personne, et il réglait des conflits. Ce qui fait qu'il en a vu des races, il en a vu des modes de vie très étranges. Il m'en a fait écrire 70 différentes races, différents humanoïdes. Et c'est les prochains textes qui vont sortir l'hiver prochain. Ça va être une trilogie de 120, 140 pages où il décrit comment écrire la vie à travers l'univers. Pour que les gens comprennent vraiment que créer la vie en laboratoire, ce n'est pas contre nature, mais c'est ce qu'il y a de plus naturel.
Et c'est à peu près tout que j'aurais à dire. La vie continue, donc j'ai toujours des nouveaux projets. Je côtoie beaucoup de contactés et j'ai... Oh! Ah tiens, c'est moi en Égypte, près de... J'étais pas loin de... J'ai aimé et j'ai détesté mon voyage en Égypte parce que j'ai tout vu les plus beaux monuments en Égypte, mais j'ai été harcelé par les vendeurs, les promeneurs en calèche, en chameau, sans arrêt. Donc je devais me retirer des endroits trop touristiques car j'étais harcelé. Mais j'étais harcelé aussi parce que j'avais l'air d'un explorateur d'une autre époque. Alors, toutes les écoles, entre autres ici, des jeunes filles musulmanes, elles voulaient toutes avoir une photo de moi avec eux. J'étais plus photographié que souvent les monuments. Et ici, il y avait une douzaine de jeunes filles qui voulaient toutes une photo de moi avec elles. Mais la dernière semaine, je me suis rattrapé. Ça, c'est les colonnes de Medmont. Et voici la dernière photo. Si vous attendez le Messie, ne l'attendez plus, vous l'avez. C'est que j'étais un petit peu... OK, ce qui est très important, c'est que je ris beaucoup de moi-même, je ne me prends pas au sérieux et ça me protège de tous les risques que je devienne une espèce d'illuminé. Mais je veux juste dire que la dernière semaine où j'étais un peu harassé du harcèlement de tous les vendeurs, et j'ai découvert, on est à Aswan en Égypte, et je suis sur une petite île qui s'appelle Éléphantine, et je me suis retrouvé 300 ans en arrière. Une petite île qui a que des maisons en terre crue, des chèvres et des ânes, et des gens super sympathiques, et pas de vendeurs, pas de harceleurs. Et là, j'ai pris leur tenue, et pendant une semaine de temps, j'ai vécu comme eux. Et c'est super quand tu mets rien en dessous, hein, avec juste des sandales. Quelle fraîcheur! Et on voit derrière moi le Nil, et plus loin, la ville d'Aswan. Donc, quand je visitais les temples, j'allais à Aswan, mais quand je retournais le soir à mon hôtel, où c'était un balcon immense. Alors, c'est ça, mon dernier voyage que j'ai fait. Je ne pensais pas que les photos étaient là, mais c'est correct. Alors, c'est ça. Alors, je continue. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, allez apprivoiser ce que j'ai fait. Et vous allez découvrir un monde assez spécial. C'est un monde qui est très proche des autres contactés. Beaucoup de contactés se sont retrouvés dans mes textes, dans mes vidéos, et ça a brisé l'isolement. Pour tous ceux qui ont vécu des expériences paranormales et qui se sentent parfois seuls, isolés, avec personne pour échanger, c'est devenu pour moi un réseau. Et si je peux faire une prédiction, de plus en plus les contactés se regroupent, se rencontrent, 10, 15, 20, et je ne sais pas vers où ça s'en va, mais je sais que ça s'en va vers des regroupements. Les gens se reconnaissent, se regroupent. Je ne peux pas en dire plus parce qu'ils ne veulent pas que j'en dise plus. OK. Alors, merci. Merci d'être venu. Et maintenant, c'est votre heure, votre quart d'heure de gloire. N'importe quelle question, je suis ouvert. Mais je me donne le droit de ne pas répondre. Oui. Oui. Tout de suite, une main levée. Oui, c'est très intéressant ce dont vous avez parlé. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut en parler à propos de la création de la vie, justement? Si Oui. c'est la civilisation dont on parle dans la Bible, des Elohim qui auraient créé la vie sur Terre, et qui vous en parlez plus précisément à ce Oui. sujet? Ce qui est arrivé, pour faire un très 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 court, il y a à peu près 200 000 ans, notre système planétaire a eu des gros problèmes, un chaos. Les planètes ont été détruites, des êtres sur des planètes ont mis en danger leur planète, et certains ont fait des essais nucléaires, et à ce moment-là, ça a provoqué des perturbations dans d'autres mondes autour et dans des mondes parallèles.
Et là, les extraterrestres sont venus dans ce secteur de l'univers pour régler le problème. Parce que ce qui se passait dans notre système planétaire menaçait d'autres mondes autour. On est tous interreliés. Juste imaginez une seconde que sur une planète, il y a une explosion et que son orbite change un peu. Ça influence tous les autres planètes du système. Notre système débalancé influence les autres systèmes autour. C'est une réaction en chaîne. Alors, ils sont venus dans notre secteur parce qu'il y avait des problèmes graves. Il faut savoir que la vie ne naît jamais sur une planète naturellement. Il y a des extraterrestres qui visitent des parties de l'univers ou de notre galaxie et déplacent des planètes pour créer des systèmes viables. Ça, c'est les premiers explorateurs. Ils vont déplacer des planètes pour que ça soit viable à la vie. Après, il y a des équipes qui amènent des premières formes de vie végétale. Puis les animaux. Alors, sur la Terre, quand il y a eu des grands problèmes qui ont menacé le système solaire, mais menacé d'autres mondes autour, les extraterrestres sont venus ici. Ils ont décidé de faire un nettoyage. Et il y a 200 000 ans, ils ont amené sur la planète Terre une première race d'humanoïdes. Il ne faut pas oublier que pour la plupart des extraterrestres, un humanoïde, c'est un être qui a au moins 4 à 5 corps différents. Parce que, résumons, les animaux, comme certaines races extraterrestres, n'ont que 3 corps. Corps physique, émotionnel et mental. Quand le corps physique meurt, il ne reste que 2 corps. 2 corps n'est pas suffisant pour entretenir la conscience individuelle. Ce qui fait que quand un animal meurt, son essence retourne à l'esprit groupe de sa race. Mais les extraterrestres ont décidé de créer un nouveau type qu'on appelle les humanoïdes, qui ont plus que 3 corps, qui ont 4, 5 corps. Un corps, c'est une fréquence. Donc, ils ont créé des corps qui ont plusieurs fréquences, ce qui fait que quand le corps physique meurt, il en reste toujours au moins 3 pour que la conscience individuelle se perdure dans le temps. Alors nous, les humains, on est chanceux, on a 5 corps de base qui nous permettent de se prolonger d'une vie à l'autre. Mais il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont très évolués, qui ont une grande technologie, mais ils ont le même niveau qu'un animal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prolonger. D'ailleurs, il y a des races qui viennent nous voir pour cette qualité que l'on a. Mais le concept d'un humanoïde qui se prolonge individuellement, il y en a des milliers de variations dans notre galaxie. Alors, ils ont amené une première race il y a 200 000 ans pour reconstruire notre système planétaire avec des vibrations positives. La première race a dégénéré et ils en ont amené une deuxième il y a 35 000 ans. Et nous sommes issus de cette deuxième race-là il y a 35 000 ans. Quand les gens disent qu'il y a eu des humanoïdes ou des humains ou des primates sur la Terre, pas avant 200 000 ans, d'après ce qu'ils disent. Parce que, n'oubliez pas une chose, on a des milliers de squelettes de dinosaures qui ont plus de 60 millions d'années. Et quand on parle de squelettes humanoïdes, on n'en a que des demi-fractures de crâne, une dent puis une orteil. Et on en a à peu près une quinzaine, une vingtaine. On ne peut pas baser, on ne peut pas construire et me faire croire qu'il y a eu une vie humanoïde développée avant 200 000 ans. On aurait au moins pu trouver une famille, un père, une mère, un enfant, on n'a rien. Puis même les quelques squelettes qu'on aurait avant 200 000 ans, c'est des visiteurs qui sont venus faire un petit tour puis qui sont fait pogner dans une explosion de volcan. Ce que vous dites, en fait, 35 000 ans et tout, ça correspond exactement à ce que dit le fameux Raël. Vous savez, vous devez avoir connu parce qu'il vivait au Canada. Et en fait, ça correspond exactement. C'est la création de la vie, 35 000 ans, etc. C'est curieux. On sait maintenant par les recherches que c'est à peu près ça. Moi, je ne pourrais pas dire qu'ils sont les Néandertals et les Cro-Magnons, mais ils sont situés dans cette période-là. Et moi, je savais que c'était 2 races incompatibles, qui ne pouvaient pas se reproduire ensemble, c'est-à-dire entre Néandertal et Cro-Magnon. Et récemment, on a découvert que, oui, génétiquement, ils ne pouvaient pas se mêler entre eux. C'était vraiment 2 races très, 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 très typées. Mais si vous rentrez dans mes livres, c'est beaucoup, tout ça est très détaillé. Oui. Connaissez-vous le livre de Barbara Marcignac, Bringers of the Dawn? Non.
Non, ça vous parle pas, ça? C'est un livre américain. À qui répétez ça? Barbara Marcignac. Non. Bringers of Ok. the Dawn. Où il y a des. C'est aussi une contactée qui a fait beaucoup, enfin qui a écrit un livre. Et on retrouve. Enfin, elle parle beaucoup de pléiadiens. Oui. Elle parle aussi de tantrisme. Alors je ne l'ai pas lu. Hein, mais c'était au cas où j'aurais aimé que vous compariez en fait tout ce que vous avez reçu de ce qu'elle a reçu. Voilà. Ok, je dois dire une chose, je n'ai peut-être pas beaucoup appuyé dessus. Quand j'avais entre 15 à 25 ans, j'ai lu beaucoup. Tout ce qui se faisait à l'époque. De la vie des maîtres jusqu'à la cosmogonie d'Urantia, le livre des médiums, des esprits, j'ai lu beaucoup. Mais après 25 ans, j'ai presque arrêté complètement. Ce qui fait que je ne lis presque plus. Et même, je pourrais me considérer comme un imbécile dans le domaine. Ce qui fait que quand j'écris, moi, j'ai un crayon, j'ai un stylo, préférence la marque Bic et bleu, et j'ai un cahier. Et je dis, Naja, de quoi tu veux parler? Ah, tiens, on va parler de tel sujet. Et je me mets à écrire. Les gens pensent que j'ai un grand savoir que je prends dans tous les livres et après ça, je mélange tout ça et j'en fais une nouvelle vision. Je voudrais vous le dire, mais non, c'est pas comme ça. Je regarde le samedi matin mes petits dessins animés à la télévision et je suis très enfant, moi, très enfant. Et je ne me prends pas au sérieux, qui fait que je voudrais, vous pourriez me nommer un paquet de livres, et je voudrais, non, je ne connais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? À un moment donné, j'avais des gens qui m'envoyaient des messages, c'était des intellectuels, et ils me disaient, es-tu un bon canal, toi, parce que tu ne sembles pas très au courant des derniers livres, puis tu es un peu rigolo, puis en même temps, peut-être que tu interprètes les messages. Tu es peut-être un mauvais messager de l'entité qui parle à travers vous. Ben, je réponds, c'est moi, il parle à travers moi. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas vous, c'est moi, alors prenez-moi comme je suis. Et tant mieux, parce que je suis un artiste un peu naïf, un peu imbécile. Alors moi, je ne juge pas. Je ne suis pas l'intellectuel qui, à chaque fois, écrit 3 mots, se pose la question si c'est vrai ou pas vrai. Les extraterrestres, quand j'étais à 20 ans, m'ont tous dit la même chose. Tout est vrai. Ne perds pas ton temps à dire c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Tout est vrai. Et tu vas évoluer très, très rapidement en ne mettant pas de filtre. Et ce qui est important pour toi va rester. Et ce qui n'est pas important pour toi, naturellement, tu vas le mettre dans un tiroir pour plus tard. Ils m'ont dit, si tu veux évoluer rapidement, ne passe pas à raisonner mentalement pour savoir si c'est vrai ou pas. On peut lire un roman de fiction et on peut lire une autobiographie et les deux peuvent nous transformer, nous changer. Et pourtant, un est une fiction et l'autre est une vérité. Et parce que, bon, résumons, l'être humain, son imagination va aussi loin que l'univers peut aller. Mais comme on est fait de la même matière que l'univers, notre imagination s'arrête à ce que l'univers peut créer. Qui fait que quoi qu'on pense dans notre imagination, ça existe quelque part. Parce qu'on est fait de la même matière que l'univers et notre imagination a la capacité que l'univers possède déjà. Alors très rapidement, j'ai évolué en jamais critiquant ou en disant c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Alors moi, je suis une forme de messager et je transmets, mais je le répète, je n'ai pas de culture. Oui, j'ai lu un peu, ou je suis au courant de certains noms, mais non. Le livre de Seth, ou j'ai lu un peu sur la théosophie, mais ça, c'est il y a 30 ans de ça. Donc, voyez-vous, si vous lisez mes textes, derrière ces textes profonds, il y a un imbécile. Bon. Oui. Vous avez dit, les extraterrestres m'ont dit. Alors, on a bien compris pour Naja comment il s'exprimait à travers vous, quand vous vous mettez, je sais pas comment on dit, dans un état modifié de conscience ou un truc comme ça. Mais les extraterrestres vous ont dit,
apparemment, dans vos régressions, quand vous êtes abducté, on ne vous parle pas beaucoup, on ne vous raconte pas grand-chose. On attend des choses de vous, mais on ne vous explique pas grand-chose. Du coup, je voulais voir la différence entre Naja et les extraterrestres. Qui vous ont, si vous en parlez. Je me suis toujours senti très protégé et très entouré. Je communique avec Naja, mais est-ce que Naja est lui-même accompagné de d'autres êtres? Parce qu'il ne faut pas oublier que même les reptiliens sont en contact avec d'autres races, et quand Naja me transmet des informations, ce n'est pas issu que de sa propre expérience. Une des informations un peu étranges qu'ils m'ont donné il y a peut-être 3 ans, c'est que l'univers entier, tel qu'on le connaît, c'est un organisme vivant et conscient. On vit à l'intérieur d'un être vivant et conscient. Et parce qu'il y a des extraterrestres qui sont allés assez loin pour découvrir une enveloppe, une peau, une terminaison. Et si l'univers en ce moment est en expansion et que les scientifiques sont déroutés en sachant que les galaxies les plus éloignées du centre vont plus vite et plus loin que le centre, et ça n'a pas de sens, une explosion, un Big Bang, plus ça s'éloigne, ça doit commencer à ralentir à un moment donné. Alors, les extraterrestres m'ont dit, prenez un organisme vivant et regardez sa respiration. Quand on prend une respiration, au centre de notre être, on prend de l'expansion, mais on va beaucoup moins loin que notre corps en périphérie. Donc, le corps en périphérie va plus loin à chaque respiration. Donc, ils m'ont dit, on est en ce moment dans une inspiration d'un être gigantesque. Et à un moment donné, il va expirer, il va reprendre une autre respiration. Donc, vous avez encore de belles années devant vous. Mais je suis conscient que je ne sais pas toujours d'où vient l'information. Mais moi, je me dis toujours, si c'est positif, c'est constructif. Mais ils m'ont toujours dit une chose importante, c'est qu'ils me donnent les informations que j'ai besoin en ce moment pour évoluer. Ils ne me donneront pas des vérités qui vont me déséquilibrer, me déstabiliser dans mon quotidien. Parce qu'au bout de ça, ils veulent que je sois bien dans mon quotidien et que j'avance, mais à mon rythme. Donc, les vérités qu'ils me donnent aujourd'hui vont peut-être paraître moins vraies dans 100 ans. Mais même les connaissances qui sont vraies aujourd'hui, ils vont devenir moins vraies, mais ils ne deviendront jamais fausses. Quand on dit qu'on adore le soleil comme Dieu, mais après ça, quand on dit que Dieu, c'est le tout, mais le soleil est compris dans... Alors, eux autres, ils parlent d'expansion de la conscience qui, à chaque cycle, englobe toujours une conscience de plus en plus globale, de plus en plus vaste. C'est... OK. Je vais vous poser une question qui va certainement vous étonner. Est-ce que vous me reconnaissez? Oui. Je suis comme ça. Oui. Oui. Je vous reconnais comme étant la présidente des... Non. Ah non, comme personne. Allez-y. Vous avez dit tout à l'heure que les abductés se reconnaissaient entre eux. Oui. Je suis une personne qui a eu affaire à des encapuchonnés. Oui. J'avais 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans. D'accord? Moi, je n'ai pas vu leur visage et ils ne m'ont jamais paru bienfaisants. Je dirais même qu'ils ne le sont pas du tout, en règle générale. Donc, je suis assez étonné de ce que vous dites. Je ne mets pas du tout en doute ce que vous dites. Mais je suis assez... Alors, tout à l'heure, quand je vous entendais parler, en fait, j'ai noté sur mon petit calepin, un truc tout simple, vous avez été enlevé à 4 ans. Bien avant que vous le dites. Bien avant que vous le dites, donc avant la vidéo que vous avez montrée de votre hypnose, j'avais écrit, donc Bruno est témoin, j'ai dit bah tiens, il a été certainement enlevé à 4 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes comme moi, vous avez balisé quand vous étiez petit, le noir, les ombres, bien que moi, heureusement pour moi, je ne me rappelle pas. C'était déjà suffisamment effrayant comme ça quand j'avais les 17 ans, très effrayant. Ça l'est encore, puisque j'ai eu d'autres expériences. Vous parliez de marques sur la peau. Alors il faut savoir que quand on subit ce genre, et je dis bien subir, parce que pour moi je n'ai pas vécu bien, comme une bonne majorité d'ailleurs des abductés, la grande majorité des abductés,
il apparaît effectivement des signes, ce qu'on appelle les scoop marks, mais il apparaît aussi des dessins sur la peau, des dessins étranges, qui ont du mal à partir. C'est en règle générale aussi comme ça qu'on se reconnaît. Oui. Donc est-ce que vous-même, vous avez eu des dessins, et je parle bien de dessins sur la peau, qui sont restés assez longtemps, entre, 3 semaines à mois, et qui se sont ensuite absorbés par l'intérieur. Est-ce que vous avez eu ça, en général? J'ai eu, oui, certains dessins, mais il y a très longtemps. Alors, à ce moment-là, j'ai eu ici sur la poitrine certaines plaques triangulaires, mais ça fait tellement longtemps, et à l'époque, je ne m'intéressais pas encore aux traces sur le corps, donc je ne les avais pas remarquées outre mesure pour les identifier aux en enlèvements. fait, moi j'ai eu la chance d'avoir des amis, parce que j'avais pas d'appareil photo sous la main, qui l'ont dessiné. Oui. Voilà. Je peux vous dire que ça reste très longtemps, que je ne suis pas la seule à avoir subi ce genre d'enlèvement, bien que je ne sois pas certaine pour ma part que ce fut un enlèvement, puisque je ne me suis pas fait hypnotiser. Peut-être parce que je ne veux pas vraiment pour le moment. Donc, en fait, je retrouve certaines choses dans votre discours, mais en même temps, je suis un peu étonné parce que moi, enfin, je parle de moi, je ne suis pas la seule comme ça, hein. Il y a des tas d'abductés en fait qui en parlent très peu, parce que justement, ils ont peur que ça revienne, ils ont peur que ça recommence. Voilà, ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas, voilà. Donc, en fait, c'est... Alors, je retrouve énormément de choses, donc, parce que vous, on a l'impression plutôt que cet enlèvement-là, donc quand je revois justement votre témoignage quand vous êtes enfant, parce que c'est vous, enfant, où là, on sent bien que vous hésitez entre la peur et peut-être le jeu. Quand je dis le jeu, c'est entre guillemets. Hein. Moi, personnellement, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans la peur. Je peux même vous dire que j'ai fait, pour la première fois de ma vie, c'était donc à l'un des repas ufologiques de Paris, où pour aider une personne qui, semble-t-il, avait eu une expérience un peu similaire à la mienne, j'avais dit, bon ben, je vais témoigner pour une fois. Je ne savais pas à la veille, quand je dis à la veille, à 2-3 jours avant, même une semaine avant, si oui ou non j'allais le faire, tellement je balisais. D'accord? Oui. J'ai appelé à l'époque Guy Lothaire, un soir. Alors Guy Lothaire, c'était le responsable des repas de OVNI Paris, à l'époque. Voilà. Parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire, parce que j'avais peur. Parce que j'ai toujours peur quand j'en parle. Donc je suis étonné quand je vous entends, parce que j'ai eu la chance de rencontrer moi aussi beaucoup d'abductés, une majorité de femmes, parce qu'apparemment on n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi, quelques hommes, qui sont exactement dans le même état que je suis en fait, enfin dans le même état où là je vous parle, parce qu'en fait c'est actuellement quand j'en parle comme ça me fait toujours très peur. Donc je ne sais pas, parce que je donne ma façon de voir les choses. Oui, je comprends, là, je saisis l'ensemble de parce que, en fait, ta question. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'ils ne sont pas bons. Et il y a une chose aussi dont je suis certaine, c'est que la plupart des abductés, on le sait. On le sait. On sait aussi qu'on ne peut pas toujours parler. Hein, on est bloqué. Donc je suis pas certaine même que l'hypnose puisse aider, je dirais même que quelque part, voilà. J'ai compris entièrement ta question. Je veux juste dire que c'est très important de savoir, quand j'écris mon texte, les gris, qui sont-ils vraiment, j'essaie d'expliquer comment, en tant qu'être humain, on ne peut pas tout comprendre, le grand plan, le grand projet qui nous est destiné. Mais je sais que s'ils avaient à nous détruire, ça aurait été fait il y a très longtemps. J'ai écrit un texte pour expliquer qu'est-ce que ça fait à un zèbre de recevoir une flèche qui le paralyse, puis qu'après on le manipule, on prend des échantillons, on le pèse, on lui met une bâche à l'oreille, on le met dans une cage noire et on l'amène 200 km plus loin où il perd tous ses repères et doit recommencer à vivre dans un autre contexte. Mais nous, en tant qu'humains, on le fait parce que le zèbre est menacé d'extinction et on essaie de le sauver. Mais le zèbre, lui, il ne comprend rien. Il ne voit que la menace, il ne voit que le côté négatif de ce qui se passe. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut ouvrir sa vision pour comprendre. Parce que moi, j'aurais pu, à partir de ma jeunesse, passer ma vie en tant que victime. Pauvre de moi, pauvre de moi. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas 75 ans avec cette impression de victime intérieure. Il faut construire ça. Il faut faire quelque chose de constructif.
Alors, attendez, d'abord, je ne me considère pas du tout, moi, alors je parle de mon cas, mais après je laisserai parler les autres. Moi, je ne me considère absolument pas comme une victime. Par contre, je me considère comme une personne qui a été abusée. Je sais pas, et c'est pas du tout être victime, parce que je vis très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que je veux quand même dire, c'est que la plupart des gens qui ont subi une abduction se sentent violés. Et je dis bien, c'est le mot exact, violés. Je ne pense pas que ce soit très agréable de se sentir violé. Hein? Oui. Quand on s'initie comme ça le soir dans votre chambre. Mais j'ai un peu non. Alors il y a une chose aussi qui me surprend, c'est que vous avez vu le visage de ces encapuchonnés. Oui. Alors il faut savoir qu'au départ, quand on les voit la première fois, on ne voit jamais leur visage. Oui. En fait, c'est un écran noir. Voilà. Ils peuvent se découvrir. Alors je peux vous dire que la plupart des gens savent que de toute façon, ils sont venus déjà plusieurs fois avant qu'on les voit la première fois. Je sais que c'est certainement mon cas. Je le saurai peut-être un jour par un hypnothérapeute, un psycho, voilà, pas connu d'ailleurs. Mais bon, je suis quand même assez étonné de votre discours. Oui, mais je vais dire une chose. C'est ma façon de voir les choses. Hein. Oui, mais je vais dire une chose aussi banale. C'est drôle quand moi je vais chez un médecin et que je me déshabille et qu'il me tripote le zizi, prend des échantillons. Dois-tu parler d'un viol ou simplement d'un examen médical pour voir si je suis en santé ou si j'ai des problèmes? Vous pouvez voir ça. La seule chose qui fait la différence, c'est que vous n'êtes pas nécessairement consentant, mais les extraterrestres... Il y a une chose qui se passe aussi, c'est que j'ai rencontré récemment un contacté qui était très, très traumatisé encore, d'une quarantaine d'années, et il tremblait devant moi en me racontant son histoire, et à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi que tu vis ça? Il y a une raison. Ben, je lui ai dit, écoute, la prochaine fois qu'ils vont t'enlever, pose-leur la question. Parce que dans leur mandat, ils sont obligés de répondre aux questions qu'on leur demande. C'est un protocole, c'est une entente. Si la personne est assez, elle peut passer par-dessus le traumatisme de l'enlèvement. Si avec un certain recul, elle peut poser des questions. C'est dans leur mandat de répondre et de dire pourquoi. Et c'est là que certains ont eu des réponses. Et entre autres, moi, j'ai eu des réponses pour comprendre ce qui m'arrivait. Et ça m'a permis de mieux le vivre. Mais si j'aurais resté dans le traumatisme de l'enlèvement, il n'y a personne qui progresse dans ce traumatisme-là. Mais on suppose qu'ils ont leur raison et que souvent leur raison nous échappe. Mais je veux dire une chose tout à fait... les gens voient des films à TV avec des invasions et des guerres interplanétaires et ils ont peur qu'ils viennent sur la Terre avec des lasers et détruisent tout. Les extraterrestres sont capables de paralyser 1, 10, 15 personnes à la fois. Tout le monde sait que quand on rencontre un extraterrestre, on se retrouve paralysé de la tête aux pieds. Et si on est 5 personnes, les 5 personnes sont paralysées. Alors pouvez-vous imaginer qu'ils peuvent, en quelques minutes, paralyser tous les êtres humains sur la Terre et en faire ce qu'ils veulent? Pour nous, les lasers des soucoupes volantes, c'est ce qu'on connaît de plus moderne, de plus futuriste. Mais pour eux, c'est complètement ridicule. En quelques secondes, en quelques minutes, ils paralysent tous les humains sur la Terre. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est que ce n'est pas dans leur intérêt. Et surtout, que soyons clairs, il y a des fédérations qui regroupent des planètes, des civilisations, et ne fait pas ce qu'il veut, où que ce soit. Nous sommes dans une planète avec des pays, et on ne traverse pas les frontières n'importe comment, et on ne fait pas ce qu'on veut n'importe où, sans avoir des accords. Et l'univers, ce n'est pas un immense chaos. Il y a des fédérations, il y a des protocoles, il y a des pactes entre les planètes, et il n'y a pas... les gens parlent telle race est mauvaise ou telle autre race est bonne. Ça ne fonctionne pas de même. Il y a des races, et parmi la même race, il y a toute une série de niveaux de personnes à différents niveaux d'évolution. Oui, les reptiliens, il y a 2, 3%, 5% qui ont peut-être des mauvaises intentions, mais ce n'est pas la majorité. Comme sur la Terre, quel est le pourcentage des gens qui font des choses qu'on trouve répréhensibles? 2, 3% de la population de la Terre. Est-ce qu'à partir de ça, on va juger tous les humains? Les extraterrestres me disent, on pourrait facilement dire que vous êtes tous des êtres violents,
agressif, imprévisible, émotionnellement instable et qu'on ne devrait jamais fréquenter un humain. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des êtres rendus à tous les niveaux d'évolution. Et les reptiliens, c'est je dirais, des centaines de races, d'espèces et de sous-groupes et de sous-groupes. Certains sont rendus dans des mondes parallèles où ils ont atteint leur réalisation, et il y a d'autres qui sont encore dans l'ambiance de guerre, de combat, d'invasion. Et c'est ça. Bien, allez-y pour d'autres questions. On s'en va, on s'amuse, on a du plaisir. Qui aurait d'autres questions? Et je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez plusieurs contactés? Vous dites Michel Desmarquet, il a écrit La planète dorée, c'est bien arrivé il y a une trentaine d'années en Australie. Michel Desmarquet. Non. Ah, vous ne connaissez pas? Ah, c'est triste, non. Je connais les contactés au Québec, mais c'est des vraies personnes que je rencontre. Ce n'est pas des livres où des personnes sont... Non, je connais des vrais contactés que je côtoie, on se rencontre. J'ai parti un groupe de contactés à Montréal et je vais dans d'autres groupes. Ce ne sont que des contactés et personne d'autre a le droit d'aller dans ces groupes-là s'ils ne sont pas des contactés. Ils veulent vraiment être entre eux et ne pas être jugés ni jaloux. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai encore le temps de vous gêner? Oui, bien sûr, bien sûr. On a encore un peu de temps? Alors, soyez pas timide, je ne le suis pas. C'était simplement pour dire, a priori, je ne sais pas si les reptiliens, c'est les meilleurs. Hein. Les races qui ont le droit de venir ici en ce moment, elles sont très limitées, elles sont très encadrées. Parce que comme la Terre a menacé le système autour, notre système est en quarantaine. C'est-à-dire qu'on a mis comme, OK, on va être très, très simple. On est dans un organisme immense, conscient. Et pour certains extraterrestres, on peut être un cancer. Une cellule cancéreuse qui menace un plus grand espace, qui fait que le secteur a été mis sous surveillance et ce n'est pas n'importe quel extraterrestre ou n'importe quel peuple qui peut venir ici sans avoir l'accord des gens qui contrôlent. Mon texte sur les reptiliens, mes amis, lisez-le parce que je donne mon point de vue sur eux autres et je les laisse parler. Je les laisse parler de leur culture, de leur façon d'être. Et je vais vous dire une chose très vraie. Je ne passerai pas une après-midi avec 4-5 reptiliens parce qu'ils sont très sérieux, sont même un peu austères. Beaucoup de protocoles. Entre eux, il y a beaucoup de rituels, de protocoles. Et ils ne risent pas. Et surtout pas, ils ne badinent pas. Ils ne s'assoient pas pour parler de n'importe quoi. Ils parlent quand ils ont quelque chose à dire. Donc, quand on m'enlevait, j'avais quelqu'un à côté de moi qui m'accompagnait. Mais je ne serais pas allé rencontrer des reptiliens seuls. Parce qu'ils ne sont pas... C'est comme vous autres sur la Terre, vous allez voir des peuples hyper machos avec des concepts arrêtés. Et vous ne passerez pas un après-midi avec des êtres machos. J'utilise le mot macho, mais c'est assez représentatif. Mais en même temps, tu sais, je vais vous dire une chose. Les gris n'ont pas la gamme des émotions qu'on a. Mais ils ont des inflexions mentales qui ressemblent un peu à des émotions. Mais sont-tu tarés à cause de ça? C'est-tu parce que les gris ne connaissent pas nos émotions qu'ils sont pas corrects? On dit ça au Québec, ils ne sont pas OK. C'est pas parce qu'ils sont différents, qu'ils ont une autre façon d'être, qu'ils sont automatiquement non fréquentables. Quand j'entends les gens vont dire « Oh, les gris, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotions. » Eh oui, c'est correct. Ils sont comme ça, c'est tout. Faut arrêter de se comparer avec les extraterrestres et de dire que certains extraterrestres... Les gris ont peut-être pas d'émotion, mais ils ont un mental avec une force énorme qu'on pourrait les envier. Et eux, ils ne viendront pas nous dire ils sont incapables d'avoir deux pensées de suite cohérentes. Alors, si vous voulez vous ouvrir aux extraterrestres, il va falloir que vous vous ouvrez à la différence et de ne pas voir ça comme une menace, mais voir l'occasion de connaître autre chose. Maintenant, sur la Terre, grâce à l'Internet, on découvre des centaines de façons. J'arrive de la Thaïlande, de la Malaisie, j'ai vu des comportements religieux, des rituels qui m'ont fait rire, qui m'ont étonné, mais je ne les ai pas traités de tous les noms parce qu'ils faisaient des choses que je ne comprenais pas.
je me suis ouvert à voir des façons d'être que je ne connaissais pas. Donc, aujourd'hui, grâce à l'Internet, on s'ouvre à d'autres façons de vivre et on ne le voit pas comme une menace, mais comme une richesse. Donc, aborder les extraterrestres, il faut les aborder comme étant une richesse dans notre évolution. Des fois, je me prends comme si j'étais un prêtre qui fait un sermon. Oui, il est dit dans les traditions les plus lointaines que la Terre serait un vaste laboratoire d'essais, effectivement, pour voir comment, en mettant en présence de multiples choses différentes, comment tout ça, ça pourrait évoluer, dans quel sens ça évoluerait, etc., etc. On n'est pas la seule planète qui a beaucoup de variations, mais on est une planète qui a la chance d'avoir beaucoup de variations au niveau animal et végétal, mais sans être exceptionnel. Encore là, on a été éduqués par la religion qu'on est des êtres uniques au-dessus du règne animal et que nous sommes le sommet de la pyramide de l'évolution. Et là, nous devons accepter qu'on n'est peut-être pas le sommet de la pyramide de l'évolution. Alors, quand des extraterrestres viennent ici, que disent les humains? Ah, ils viennent nous voir parce qu'on a quelque chose de spécial. Mais non, on n'a pas quelque chose de spécial. Ils ne viennent pas nous voler notre âme, notre énergie, parce qu'on est tellement différents. Mais non. Oui, on a été créés par des êtres évolués, mais arrêtez de penser qu'on est tellement habitués à être le sommet de la pyramide de l'évolution que si des extraterrestres viennent nous voir, c'est sûrement pour nous voler quelque chose qu'on a de remarquable. Entre autres, l'âme. Et comme si l'âme n'existait pas nulle part. Des fois, moi, je pars, et je ne suis jamais sûr si ça a répondu à la question, parce que des fois, je pars dans des directions qui ne sont pas... Alors, une main, enfin, une main de brave. Oui, parmi les contactés, est-ce qu'il y a des hommes politiques ou des responsables militaires de haut niveau mondial? Parce que est-ce qu'ils ont conscience que les extraterrestres existent ou pas? Les gouvernements, répétez-le. Les hommes politiques ou les responsables militaires, est-ce qu'à un certain niveau de décisionnaire, est-ce qu'ils sont aussi conscients que vous? Najok qui s'exprime à travers moi est plutôt un orateur, philosophe, et c'est pas nécessairement quelqu'un qui s'intéresse ni à la politique, comme il ne s'intéresse pas à la science, donc il ne faut pas lui demander des connaissances sur la technologie, des soucoupes volantes, parce que ça ne le touche pas. C'est plutôt, comme on dit, un philosophe orateur. Il conçoit des grands concepts, comment fonctionne l'univers. Donc, ce qui se passe sur la Terre au niveau politique, je vais dire ce que je ressens. Oui, il y a des gouvernements qui sont déjà en contact avec différentes races extraterrestres. Oui, il y a des armées, parce que j'ai des contactés qui ont vraiment visité des bases militaires avec des extraterrestres, mais c'est encore minoritaire. Ce sont des rebelles, qu'on dit. C'est des rebelles qui ne veulent pas respecter les ententes qui ont été faites entre les fédérations. Ce sont des rebelles. Et ils ne sont pas encouragés par les peuples qu'ils représentent. Mais c'est une faction. Pour moi, je crois que ce sont une faction, des petits groupes de rebelles. Tandis que la majorité respecte les accords qui ont été faits, qu'il n'y a pas d'humain qui peut intervenir sur la Terre sans un accord de haut lieu. Moi, je sais qu'il faut pas... non, c'est des rebelles. Et on en a partout des rebelles, hein? chaque ville, chaque peuple a ses petits rebelles qui... Mais je vais juste dire une chose, c'est que comme certains extraterrestres sont convaincus de nous avoir sauvés de la destruction, certains peuvent avoir un mental et de dire on les a sauvés, sans nous ils seraient tous morts, alors on a un certain droit dessus, de vie et de mort. Mais ça, c'est quelques extraterrestres rebelles qui vont aller jusqu'à penser comme ça. C'est un peu comme dans les pays orientaux, quand quelqu'un sauve la vie d'une autre personne, l'autre personne peut dire « Tu m'as sauvé la vie, ma vie t'appartient ». Et l'autre personne peut dire « Non, je te redonne ta vie ». C'est un peu le même principe.
certains reptiliens ou certains d'autres races disent on a sauvé leur vie, sans nous, ils seraient tous morts, alors on a un certain droit sur leur vie. Mais ça, c'est les moins évolués qui pensent comme ça, qui leur permettent de traiter certains humains d'une façon un peu moins positive. Mais je crois qu'il y avait une autre, je pense. Moi, j'ai une autre question. Bon, je vais essayer de bien parler français parce que je suis mexicaine. D'accord. Ma question, moi, j'ai deux petites questions en fait. La première, c'était par rapport à tous ces sujets dont vous parlez, que la planète, bon, les humains, nous sommes un risque ou que nous avons fait quelque chose qui est risqué pour l'univers. Et ma question c'est, aujourd'hui, quelle est la situation actuelle en fait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des plans d'action ou quelque chose plus à jour par rapport à ça? Et la deuxième question c'est aussi par rapport à tous les process que vous avez passés pendant ta vie pour arriver au moment où savoir ok j'étais abductée, etc., etc. Je pense que c'était aussi une trajectoire très très longue et très difficile pour arriver à ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens qui, dans ma situation personnelle par exemple, moi, je ne peux pas dire que je suis abductée, je n'ai pas de connaissances aujourd'hui pour dire quelque chose comme ça. Mais j'ai un intérêt énorme pour les sujets et parfois j'ai l'impression que les personnes qui ne sont pas abductées, ils sont un peu mises à côté. Par exemple, pour les voyages que vous racontez, que c'était exprès ou c'était que pour les gens qui sont abductés, pourquoi pas ouvrir un peu plus la place pour les gens aussi qui ont l'intérêt, qui ils sont abductés ou pas, et qui sont dans cette trajectoire aussi pour se rendre compte de beaucoup de réalités en fait. Oui. Disons que c'est un peu confus l'ensemble. J'ai eu plus de misère à avoir une note prédominante dans ce que tu disais. Je vous ai montré des écrits qui dataient des années 70 où j'attendais la fin du monde. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie avec une valise à côté de la porte, prête à partir dans une secours volante qui vient me sauver. Alors j'ai décidé de vivre et je vis beaucoup dans l'éternel présent. J'ai démissionné de la politique. Cela fait 20 ans que je ne vote plus, que je n'écoute plus tout ce qui est politique, ça ne m'intéresse pas. Mon évolution, c'est ailleurs. Mon évolution, c'est ailleurs. Comme je ne regarde pas beaucoup les nouvelles, qui sont toujours négatives, parce que le problème de notre société, c'est qu'on est bombardé d'informations négatives et on n'a pas nécessairement les outils pour agir. Et c'est une des grandes frustrations de notre époque, savoir qu'une femme s'est fait violer à Tombouctou et elle en est morte. Et ça me frustre. Ça me rend impuissant et je ne peux rien faire. Donc, moi, je privilégie les expériences autour de moi où je peux agir. Parce que quand je peux agir devant un problème, j'ai aussi une satisfaction d'avoir posé un geste. Donc, je contrôle le plus possible l'information. Une fois par semaine, c'est suffisant de savoir. De toute façon, vous savez, dans les nouvelles, une semaine, il y a un grand drame que tout le monde parle. Et la semaine suivante, c'est terminé, on a un autre sujet. À quoi? Ah non, c'est la semaine passée, ça. Cette semaine, c'est ça le scandale. Et moi, je déconnecté complètement de la politique, des gouvernements, et j'ai décidé, je vis et je pose des gestes immédiatement dans mon quotidien. Quand je vois quelque chose que je considère injuste, je pose un geste. Et là, j'ai une satisfaction personnelle d'avoir un impact dans mon environnement. Et c'est souvent les plus petits gestes que l'on pose qui ont un impact. J'ai compris très jeune que tout ce que l'on fait doit être fait au meilleur de ses connaissances, comme si on posait des gestes sacrés. Chaque chose que je fais, je dois le vivre à 100% au maximum, comme si c'était un hommage à la vie, à l'univers. Ce qui fait que je reviens à mon texte, l'Éternel présent. J'ai dit dans mon texte, je dis, ce n'est pas que dans le temps qu'on peut atteindre des révélations, d'avoir des visions
de vivre des expériences fantastiques. C'est dans l'intensification du moment présent qu'on peut vivre immédiatement des révélations, des extases, des moments de grâce. Donc, j'ai mis un peu de côté tout ce que, comme la politique, dans tout ce que je ne peux pas agir, tout en étant que frustré. Non, j'ai besoin de sentir que mes gestes ont des répercussions concrètes. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce qu'elle était un peu floue. Et par mes écrits, je rejoins une vaste personne. Moi, depuis que je suis ici à Paris et en France, j'ai rencontré des êtres merveilleux qui n'étaient pas nécessairement en contact avec des extraterrestres, mais en contact avec des lutins, des elfes, des anges, des êtres parallèles, des mondes parallèles. Ils ont tous une belle énergie, ils ont tous envie de se réunir, de s'entraider. Et j'ai eu un plaisir de leur donner des conférences, parce que je sentais que ces gens-là étaient allumés. Il ne faut pas que j'utilise ce mot-là, parce qu'au Québec, quand on dit que quelqu'un est allumé, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, qui est connecté, et qui reçoit des messages, ou quelqu'un qui est vraiment là, où tous ses sens sont au maximum. Mais on m'a dit de ne pas prendre ce mot-là parce que ça ne veut pas dire la même chose par ici. Ouais, c'est ça. Ça n'a peut-être pas répondu à ta question, mais... C'était plutôt dans les sens avec les contacts avec les extraterrestres. C'est quoi leur... Comme j'ai dit tantôt, ce qui apparaît de plus en plus, c'est que les gens se regroupent. Donc, les contactés se regroupent, s'échangent, et bien où ça s'en va, je n'ose pas trop en parler, mais il y a une tentative qu'il y ait des contacts en groupe, c'est-à-dire qu'il y ait des échanges avec des extraterrestres, mais un groupe de 5, 10, 15, 20 personnes. Mais il y a un petit danger, c'est que si on se réunit plusieurs, moi je suis avec des reptiliens, si je suis avec des contactés qui font lire des extraterrestres, les autres, ils veulent voir des beaux grands blonds angéliques. Et si c'est un reptilien qui se présente, alors il y a des conflits en ce moment entre les contactés parce que certains veulent rester en contact avec telle race et d'autres avec telle autre race. Certains jugent une autre race comme étant pas fréquentable. Alors moi, je dis, on s'ouvre pas. Si tu appelles des extraterrestres, attends-toi. J'ai un de mes amis qui a rencontré beaucoup d'extraterrestres, et il dit à un moment donné, dans un portail, il dit, c'est présenté des petits êtres, pas grands, mais laids, avec des grandes oreilles, un nez crochu, des lèvres pulpeuses, affreux, affreux. Mais il dit, mais c'était des êtres charmants, pas très intelligents, mais ils dégageaient une belle énergie d'amitié, de bonhomie. Mais quelqu'un qui aurait vu un être comme ça, il sort un fusil puis il tire. En pensant que c'est une expérience ratée d'un laboratoire. Mais ils me contaient qu'à leur contact, ils ressentaient que ce n'était pas nécessairement des êtres d'une grande évolution, mais c'était des êtres positifs, des êtres, des bons vivants, et que leur énergie était très belle, très relaxe. C'est tout un changement c'est comme les reptiliens. Depuis que j'ai parlé des reptiliens, ça commence à se parler. Des gens osent dire, mais moi, je suis en contact avec un reptilien. Moi, il y a un reptilien qui est venu chez moi. Et ce que j'entends, c'est, oui, ils sont spéciaux, oui, ils ont une énergie, là, ils sont baraqués, premièrement, ils sont plus grands que moi, ils sont très, très baraqués, et ils ont une énergie, ça te frappe. Mais je n'ai jamais ressenti de l'agressivité, la moindre violence. Mais c'est des êtres imposants, et quand on les côtoie, l'énergie passe, ils sont très forts au niveau énergétique. Mais j'ai beaucoup, je pourrais citer 7, 8, 10 personnes qui ont été en contact un jour ou l'autre avec des reptiliens qui jamais ils ont senti que leur vie était menacée. Mais ce ne sont pas des biches, ils sont forts. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Gênez-vous pas, tu vas me le dire quand je vais devoir me taire.
Une dernière question, c'est ça, faut que je vous clôture. Est-ce que vous connaissez Carla Turner? Non. Ah, bah vous devriez, parce que vous verriez que c'est une des adoptées les plus célèbres aux États-Unis, qui a vécu quand même des expériences depuis très longtemps et qui est un petit peu dans le courant de ce que je pense, et que ça n'avait rien d'agréable. Donc vous devriez le lire. Elle a écrit des bouquins en américain qui n'ont pas été traduits. Alors c'est Into the French, je crois. Et il y en a un autre, je ne sais plus. C'est excellent. Et c'est sans doute l'une des seules qui dit bien qu'il n'y a rien de sympathique chez ces êtres-là. Malheureusement, ils sont également aidés par pas mal d'armées. L'armée américaine, je pense plus ou moins l'armée canadienne aussi. Et vous verriez avec étonnement qu'en fait elle est à l'opposé de ce que vous dites, et tout en étant parfaitement consciente. Voilà, parce que ça donne des exemples, parce que moi, je ne crois pas trop que ces gens-là soient si gentils. Voilà. C'est mon point de vue. Mais c'est peut-être le reflet de votre propre Non, ça n'a aucun reflet, je suis stable, j'ai aucun problème de ce niveau-là. Je vous assure. Hein. On rencontre souvent nos contraires, qui sont nous-mêmes. Je crois que... Je voudrais remercier Colonel Chabot pour cette excellente prestation. Ça m'a beaucoup plu, m'a enchanté même. Le côté humoristique, le côté artistique. Moi, je ne suis pas persuadé d'être... Personnellement, je ne suis pas persuadé de croire à tout, mais peu importe. C'était très bien.